Qu'est-ce que c'est l'ésotérisme fantastique? Qu'est-ce que c'est le fantastique? Ce sont toutes ces choses, toutes ces connaissances, toutes ces sciences qui intéressent l'ego, l'homme, parce qu'il vibre encore au désir de devenir quelque chose, au désir de faire quelque chose, au désir d'être quelque chose. La pensée marginale, la pensée ésotérique, si vous voulez, elle est très importante dans le monde. Elle empêche l'homme de sombrer dans la nuit de la pensée cartésienne, analytique. Elle empêche l'homme de s'emmurer, si vous voulez, dans une sorte d'inconscience paralysante. Mais ce que l'homme va découvrir au cours des années, c'est que tous les niveaux de connaissance, qu'ils soient cartésiens, analytiques, ou qu'ils soient ésotériques, spirituels, qu'ils soient des niveaux qui datent de l'invisibilité, qui fascinent l'homme, même ces niveaux-là font partie de l'involution. Et si aujourd'hui, je m'entretiens avec M. Payotte, c'est pour une raison très particulière. C'est pour nous permettre de faire réaliser à l'homme l'importance de la compréhension de ces mécanismes psychologiques, au-delà de l'importance de la compréhension de la mécanicité occulte de sa conscience planétaire ou de sa conscience cosmique. Il est évident que pour l'homme qui s'avance, l'occulte, le marginal, le cosmique, l'invisible, c'est intéressant, c'est fascinant. Mais il deviendra aussi évident demain à l'homme qui aura dépassé ses premiers stages d'investigation de la réalité pour entrer dans le cycle d'une conscience totalement personnelle qui a facilement accès à ces domaines. Que ces domaines n'auront plus la même importance qu'ils ont pour lui aujourd'hui. Je le parle d'expérience. Il y a un temps où l'on peut parler de certaines choses. C'est intéressant. Ça ouvre l'esprit. Mais il y a un temps aussi dans la vie de l'homme où il devra fermer son esprit à ce qui est occulte pour vivre sur le plan matériel de l'énergie de son esprit, sans être mesmérisé par les formes de son esprit qui font partie de l'organisation invisible de son psychisme des mondes parallèles. Il nous faut reconnaître aujourd'hui que l'homme est à l'aube de l'intelligence. Nous sommes à l'aube de l'intelligence supramentale. Nous n'avons aucune idée, je parle en général, de la réalité électrifiante de cette conscience. Nous ne vivons que des désirs spirituels égoïques de notre personnalité vis-à-vis cette réalité. Il ne faut pas que l'homme sombre dans l'invisible. Il ne faut pas que l'homme sombre dans l'occulte. Il ne faut pas que l'homme sombre dans la mécanicité extraordinaire qui maintient l'organisation de ces plans matériaux et psychiques. Il faut que l'homme puisse vivre éventuellement d'un équilibre total et parfait entre son intériorité et son extériorité. Nous sommes à un point aujourd'hui où nous tentons d'expliquer à l'homme les mécanismes intérieurs de son moi
l'effet de plus en plus évident des plans parallèles sur son psychisme. Nous essayons d'expliquer à l'homme les mécanismes de la pensée pour que l'homme en arrive un jour à comprendre l'organisation psychologique de son ego, pour qu'il en arrive un jour à percevoir la dimension réelle de son moi, pour qu'il en arrive un jour à comprendre la dualité de sa conscience, pour qu'il en arrive éventuellement à pouvoir vivre de la synthèse de sa conscience, qui l'invite à une dualité cosmique, c'est-à-dire à la personnification dans son mental de l'ordre cosmique dont il fait partie et de son ordre temporel égoïque qui fait partie de son organisation mortelle planétaire humaine. L'homme doit commencer à comprendre, à réaliser que l'investissement psychologique dans l'invisible, c'est un investissement qui peut être très onéreux s'il n'est pas capable, éventuellement, à travers le développement d'une grande maturité, c'est-à-dire à travers le développement d'une grande mentalité basée sur le principe d'une volonté puissante, d'une intelligence sans voile. D'abord, pour ensuite recouvrir le pouvoir d'un amour qui est sans fin, que cet homme puisse finalement comprendre qu'il sort de l'involution pour entrer dans une nouvelle phase historique de l'évolution, phase qui lui permettra finalement de mettre le doigt sur son identité, de reconnaître la particularité des mécanismes occultes qui font la gestion de son mental, qui font la gestion de son émotionnel, qui font la gestion de son matériel psychique, et qui l'empêche d'être identique à lui-même, c'est-à-dire parfaitement harmonisé avec cette contrepartie que nous appelons, pour le moment, le double éthérique de l'homme. Nous sommes aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, à un stage qui coïncide sur le plan des grades à la petite école. Malgré toutes les sciences occultes, toutes les sciences ésotériques, qui ont une valeur, mais qui ont une valeur qui fait partie de l'insémination progressive de la programmation cosmique à travers le mental de l'homme, nous sommes à un point où nous devons commencer graduellement, sans rejeter le passé, sans rejeter les anciennes connaissances, nous sommes rendus à un point où nous devons être capables de voir, de comprendre, de saisir et de parfaitement réaliser ces anciennes connaissances, leurs facteurs de programmation, leur raison d'être, la dimensionnalité de leur existence, les idéologies absolument obscures de leur mentation et leur capacité d'intervenir dans la vie de l'homme à travers le cerveau, qui est, dans un sens radiophonique, pour le maintenir dans une forme subtile de domination sans que l'homme puisse le réaliser. Si le cas n'était pas celui que je mets devant vos yeux, il y a depuis très longtemps que l'homme aurait ou serait arrivé à un niveau d'évolution supérieur, lui permettant de se décorporaliser, de dématérialiser sa matière et d'entrer en contact avec des intelligences qui font partie de l'organisation des gouvernements invisibles. Mais l'homme n'est pas dans cette situation. Il vient à cette situation. Il a accès à cette situation. Et la condition, elle est fondamentale, elle est finale. L'homme doit un jour, quel que soit son niveau d'évolution, quel que soit son niveau d'expertise dans la maîtrise des sciences occultes, quelle que soit la dimension psychologique de sa compréhension interne, vibratoire, spirituelle, ésotérique, occulte, métaphysique, l'homme doit un jour comprendre par lui-même que la réalité s'interpose entre sa conscience cosmique et sa conscience planétaire. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous appelons la réalité, ce mot qui nous permet de définir une sorte d'infinité, cette réalité s'interpose entre la conscience cosmique de l'homme, c'est-à-dire la conscience réelle de l'homme, c'est-à-dire la nature même de la lumière de l'homme, son intelligence, et sa conscience réceptive, programmée, qu'on appelle l'ego. Et l'homme doit comprendre ceci, surtout celui qui est très occulte, celui qui est très avancé dans les sciences occultes. Parce que l'homme réalisera demain que les sciences occultes de notre planète font partie de la programmation psychologique de l'ego pour le développement stable de l'émotivité sur la Terre, afin que se maintienne sur la Terre un équilibre entre les nations, les races, les cultures, pour la définition éventuelle d'une individualité fondée sur un mémoriel collectif de plus en plus progressif,
Mais nous sommes arrivés à la fin du 20e siècle où l'homme doit reprendre ce qu'il a donné aux forces en lui pour l'involution et pour l'investiture dans son ego d'une capacité de comprendre l'intérêt qu'il a à reconnaître d'une façon infaillible l'unité de sa conscience et la dualité mortelle et immortelle de son égrégore cosmique. L'homme est rendu à ce point-ci. Donc, si on me demande pourquoi vous ne parlez pas avec la force que vous utilisiez il y a 4 ans, 5 ans, 3 ans, 10 ans, c'est pour vous faire reconnaître une chose, que la force a été utilisée pour imprimer dans la conscience de l'homme, dans la masse de l'homme, une sorte de vibration capable de lui faire ressentir finalement sur le plan de sa conscience mentale, un peu au-delà de son astralité, des aspects de la conscience réelle de l'homme qui sont en voie d'évolution. Mais si vous me demandez de parler avec vous, d'interpréter pour vous dans le public des conditions d'une réalité qui ne sert qu'à édifier dans vos corps de désir des aspects d'une connaissance que vous voulez sur le plan personnel, garder, goûter, percevoir, pour le plaisir subjectif de votre conscience planétaire, vous ne pourrez jamais comprendre ce que veut dire l'homme nouveau. Vous serez toujours obligé de continuer à pérégriner sur la Terre, à passer d'une école à une autre, d'une science à une autre, d'une méthode à une autre, et vous n'en arriverez jamais à comprendre que l'homme est un être qui possède en lui-même toutes les clés à la compréhension de tous les systèmes, de tous les univers et de toutes les organisations psychiques, cosmiques et immatérielles de l'universel. L'homme doit comprendre ceci. Nous le parlons avec force pour imprimer dans la conscience de l'homme le besoin de réaliser que nous sommes à un point où nous devons dépasser le sensationnalisme de l'occulte pour rentrer dans l'occulte pur et simple. Et l'occulte pur et simple, il est pur et simple, c'est-à-dire qu'il est capable de dévoiler à l'homme les mirages qui font partie de l'organisation spirituelle de son monde mental. Monde mental qui a été pendant des millénaires assujetti à des gouvernements, à des mondes parallèles qui font partie du mémoriel réincarnationnel de l'humanité, mais qui ne font pas partie de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui le monde de l'intelligence, c'est-à-dire le monde de la lumière, c'est-à-dire le monde de la relation parfaite entre l'énergie et les neurones de l'homme. L'homme est arrivé à un point où il doit être capable de recevoir sur le plan vibratoire, à travers ses neurones, une quantité infinitésimale d'énergie capable de le catapulter d'une façon réelle vers des plans qui font partie de l'organisation universelle de son psychisme, mais non pas vers des plans qui font partie de l'organisation subtilement dominatrice des mondes parallèles, des mondes de l'astral, des mondes qui ont été utilisés dans le passé pour la conversion de l'énergie cosmique en énergie planétaire, afin que l'homme puisse, au cours de l'évolution, développer à la fois une matérialité, une vitalité, une astralité, c'est-à-dire une émotionnalité planétaire et une conscience mentale inférieure à sa conscience future. Donc, si je parle avec M. Payotte, si je réponds à des questions et que j'exploite et que j'éventre des questions pour donner au public une conscience quelconque, aujourd'hui, de la réalité qui se cache derrière les mots, derrière les paroles. C'est pour permettre que l'homme, une fois pour toutes, puisse cesser de se voir tiré, mesmérisé, hypnotisé par des paroles ou des sciences qui sont dites occultes, mais qui ne sont pas, pour l'homme, la véritable congrégation de l'énergie. L'homme doit en arriver à pouvoir savoir, comprendre d'une façon instantanée la différence entre l'occulte planétaire et l'occulte cosmique. Et lorsque le temps sera venu pour expliquer à l'homme l'occulte cosmique, je le ferai. Mais d'ici à ce temps-là, il faut que l'homme soit suffisamment patient pour pouvoir commencer à dépasser le désir subjectif, personnel, spirituel, basé sur l'infériorité, l'insécurité de l'ego, qui le mène à vouloir goûter, manger de cet occulte qui, dans le fond, pulvérise son mental, lui empêche de bénéficier de sa conscience réelle et neutralise sa capacité mentale, volontaire, intelligente, à voir à travers les illusions subtiles du monde astral. Donc, si je prends la parole pour quelques secondes pour vous expliquer ceci, je le fais d'une façon gratuite pour que vous puissiez d'une façon gratuite le recevoir. Si vous tenez à l'occultisme, à l'ésotérisme, dans la forme actuelle de ces conventions, vous serez obligé pendant toute votre vie de continuer à pérégriner sur votre planète, de vivre d'une expérience à une autre,
qui vous amènera simplement aux confins du mouvement giratoire qui ne fait pas partie de la conscience cosmique de l'homme, mais qui fait partie de la conscience planétaire programmée de l'être mortel. Je ne peux pas, pour le plaisir de la population, qu'elle soit occidentale ou orientale, jouer le jeu de l'occulte. Je ne peux pas, pour le plaisir de l'homme, de l'individu qui a soif de savoir, lier le genou devant ce que je sais qui fait partie de l'occulte astral. Je suis obligé d'intervenir dans la conscience publique du monde. Je suis obligé de définir les lois de l'énergie pour que l'homme en arrive finalement, graduellement, éventuellement, à prendre contrôle de sa propre destinée. Le temps des maîtres, il est fini. Ce n'est pas parce que le temps des maîtres, il est fini que nous ne pouvons pas comprendre, réaliser leur importance dans le monde. Lorsque nous parlons des maîtres, nous parlons des masses qui se spiritualisent. Je ne parle pas aux masses qui se spiritualisent. Je parle à des individus qui se conscientisent. Il y a pour moi une grande différence entre les deux. Et si j'ose parler ainsi dans un espace clos à des individus, je ne parle pas à des masses spirituelles, je parle à des individus qui vont de plus en plus vers la connexion entre leur réalité mortelle et leur réalité cosmique, afin de devenir eux-mêmes indivisibles devant la foi de leur propre conscience, au lieu d'être assujettis à une foi aveugle qui fait partie des forces permissives de l'évolution. Excusez-moi. On a bien apprécié l'intervention. Merci. Alors, comme ce soir, on n'est pas télévisé, est-ce qu'on pourrait aborder un sujet avec un petit peu d'humour, histoire de détendre l'atmosphère maintenant? Supposons que vous soyez un extraterrestre et que je sois, on va dire, un terrestre extra et que vous venez de vous matérialiser, là, supposons qu'on est sur la place Jacques-Cartier, c'est l'été, je suis assis sur un banc, puis brutalement, vous venez vous matérialiser là en face de moi. Alors, les premiers moments d'émotion ont passé, on vient de faire connaissance, j'accepte le fait que vous soyez un extraterrestre, il me reste à savoir si vous êtes un bon ou un mauvais extraterrestre. Évidemment, si je vous pose la question, êtes-vous un bon? Vous allez me dire oui, si je vous demande si vous êtes un mauvais, vous allez me dire non. Mais je vais quand même prendre une chance. Je vais vous demander si vous êtes un bon extraterrestre. Et si ça fait longtemps que vous surveillez la Terre, et quelles sont les différences fondamentales que vous pouvez faire entre la vie qui est la vôtre sur votre planète et celle que vous avez pu observer sur la nôtre, au point de vue des religions, au point de vue des politiques, au point de vue des guerres, au point de vue de la pensée. Par exemple, chez nous, nous avons des armées. Chaque pays a une armée. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais on a différents pays, nations, qui ne sont pas agressives. Elles ont toute une armée pour défendre le pays. Mais il y a un problème. On est obligé de constater que bien que nos armées doivent nous défendre, on trouve quand même des agresseurs et il y a des guerres perpétuelles. Est-ce que c'est un problème que vous avez pu résoudre sur votre planète? Si un être qui vient d'un autre système rencontrait l'homme devrait d'abord le reconnaître, c'est-à-dire savoir, connaître, réaliser la relation avec lui. Un être qui va venir d'une autre planète ne va pas venir vers un homme qui n'est pas en harmonie vibratoire avec lui. Donc, si l'homme est suffisamment conscient, il rencontrera cet être et il saura vibratoirement que cet être est sur sa même longueur d'onde. Il va le savoir peut-être en lui posant des questions. Pas nécessairement. Il va le savoir intérieurement. Il va le savoir par vibration, parce que la vibration, c'est le champ d'activité de l'énergie de l'intelligence supramentale. Cependant, cet homme qui est terrestre, s'il parle avec un être qui ne l'est pas, il s'apercevra d'une chose. Il s'apercevra qu'il peut facilement communiquer avec lui
Et il s'apercevra aussi qu'il a la capacité de parfaitement comprendre son langage. Parce que l'être qui vient d'un autre système n'utilise pas la parole pour communiquer sa vibration, il est trop évolué. Il utilise ce que vous appelez la télépathie. Et l'homme pourra, selon sa langue, selon son pays, communiquer avec cet être d'une façon qui est totalement normale. Et s'il est conscient, puisque nous parlons d'homme conscient, il s'apercevra qu'il est capable de comprendre parfaitement cet être et qu'il n'y a pas d'étrangeté entre les deux. La seule étrangeté sera probablement leur corporalité et leur physicalité, mais que les deux êtres, effectivement, ont la même conscience. Pourquoi? Parce que le terme extraterrestre implique qu'un être qui vient d'un autre système a déjà passé le stage d'une évolution. D'ailleurs, c'est pourquoi il peut passer d'une extrémité de la galaxie à une autre dans des systèmes qui font partie d'une science plus avancée. Donc, cet être-là est déjà un être en fusion. L'homme conscient devient de plus en plus un être en fusion, donc il devient de plus en plus capable de communiquer d'une façon universelle avec cet être. Il est évident que cet être pourra lui faire réaliser des choses qui font partie de l'organisation systémique de son monde, mais cet être aussi sera intéressé à la raison pour laquelle il existe sur la planète telle chose et telle chose. Mais ce n'est pas parce que cet être-là demande à l'homme pourquoi les guerres, pourquoi les religions, qu'il ne connaît pas la réponse. Une des grandes qualités de la conscience supramentale, c'est que l'homme qui possède une conscience supramentale a toujours les réponses aux questions qu'il demande. C'est absolument différent de la conscience mentale inférieure de l'homme. La conscience supramentale, c'est une conscience qui à la fois crée la question et à la fois crée la réponse. Tandis que la conscience mentale inférieure ne fait que créer la question, mais elle ne peut pas créer la réponse. Donc, l'être extraterrestre qui communique avec un homme conscient sur la planète Terre se voit en très grande relation humaine, cosmique. Il est capable à ce moment-là, à cause de la vibration qu'il partage avec lui, il est capable de l'inviter dans son système et le dématérialiser et la ramener dans son monde. Et ceci pour la simple raison que il fait partie des sciences cosmiques de la matière, de ne jamais intervenir dans un monde inférieur qui ne possède pas la vibration, parce que cette énergie détruirait ce monde-là. Donc, l'être extraterrestre qui vient et qui rencontre tel personnage, il le fait pour des raisons qui lui sont particulières, il les reconnaît, il les connaît, et l'homme qui serait conscient serait invité à reconnaître que cette relation, elle est totalement normale, qu'il n'y a aucun effondrement de la psychologie humaine et qu'il y a constatation instantanée d'une relation personnelle, cosmique et parfaitement universelle. Bien. Si je vous invitais à jouer ce jeu, c'est parce que je venais de prendre l'information suivante, c'est que les psychologues s'intéressaient aujourd'hui à une psychologie de la communication extraterrestre. Et le danger éventuel d'une rencontre extraterrestre avec le plan du terrien, dans leur conclusion, était en fait un choc tellement immense au niveau de la pensée que c'était la fin de la civilisation pour eux dans leur rapport, en conclusion. Oui. Ils ont raison parce que lorsque vous parlez du contact entre l'homme et les extraterrestres, vous parlez toujours du contact sur une base collective. Nous ne réalisons pas les plans d'évolution de notre planète. Notre planète doit éventuellement en arriver à pouvoir constater la position gouvernementale de ces intelligences sur la planète Terre. Mais ce que l'homme ne sait pas, c'est que cette relation gouvernementale entre ces pays ou ces mondes et notre monde, elle doit être garantie par une conscience humaine évoluée. Donc, les extraterrestres ou le phénomène dit extraterrestre sur la planète Terre ne peut pas se faire tant qu'il n'y aura pas sur le globe une conscience supramentale suffisamment évoluée, suffisamment prête à vivre le choc, mais sans en subir les conséquences, afin que un équilibre soit maintenu entre les gouvernements de cette planète, ses intelligences et des hommes sur notre planète qui font partie de la nouvelle évolution. Est-ce qu'il y a une relation entre les extraterrestres et la conscientisation ou la formation d'un corps supramental? Il y a une relation étroite, il y a une relation qui est absolue et il y a une relation qui est planétaire. Le mouvement, la descente ou l'intrusion dans notre monde spatio-temporel de ces intelligences coïncide totalement avec la personnification sur notre planète d'une conscience supramentale, cosmique, que nous connaîtrons à la fin du 20e siècle.
Mais est-ce que ce sont eux qui engendrent cette conscience supramentale dans l'homme? Est-ce qu'ils sont à l'origine? Là, vous parlez de d'autres choses. Si vous parlez d'extraterrestres, vous devez parler d'intelligence. Si vous parlez d'intelligence, vous êtes obligé de parler de hiérarchie d'intelligence. Si vous parlez de hiérarchie, vous êtes obligé de contempler des hiérarchies qui sont moyennes et des hiérarchies qui sont absolues. La plupart des extraterrestres dans le cosmos font partie des hiérarchies moyennes, c'est-à-dire qu'ils font partie de ces intelligences qui, comme l'homme, ont évolué dans des systèmes matériaux, dans des systèmes qui nécessitent l'évolution de la matière. Et il y a d'autres intelligences qui ont évolué en dehors de ces systèmes, qui ne sont pas, pour aucune raison, reliés à la dynamique évolutive de la création. Et ces êtres font partie de ce que nous appelons la conscience éthérique intelligente des hommes de notre planète ou des hommes de ces systèmes-là. Donc, le cosmos, il est séparé en deux ondes. Il y a deux temps fondamentaux dans le cosmos. Il y a un temps qui n'a jamais été réalisé, il y a un temps qui a été réalisé, et il y a un temps fermé. Nous vivons un temps fermé. Demain, nous vivrons un temps réalisé, et au-dessus, au-delà de ce temps réalisé, il y a le temps qui n'est pas réalisé. Dans le temps qui n'est pas réalisé, nous trouvons ce que nous appelons l'origine de l'intelligence, c'est-à-dire l'origine des intelligences, c'est-à-dire l'origine des esprits, c'est-à-dire l'origine des intelligences éthérées, c'est-à-dire cette organisation psychique de la lumière qui permet à l'intelligence de se remettre constamment en fonction malgré les forces de l'inertie de l'espace. Donc, ces mondes qui font partie de ce que nous appelons les mondes archangéliques, les mondes des anges dans la théologie ou dans les canons de notre chrétienté, ces mondes sont totalement libres de la domination des forces involutives. Ce sont des mondes qui font la connexion avec les plans inférieurs de la création, qui sont réalisés dans le temps ou qui ne sont pas réalisés dans le temps. Ce sont des mondes qui sont très puissants et qui ne peuvent pas œuvrer avec des hommes qui font partie d'un temps qui n'est pas réalisé. Donc, pendant l'évolution, il fut nécessaire qu'il y eût interrelation entre ces mondes trop parfaits et le monde de la matière qui n'avait pas acquis un sens de continuité dans sa conscience qu'on appelle le monde de l'homme. Pour que l'homme puisse recevoir cette énergie et maintenir une conscience, il fallut que cette énergie soit dosée, et elle fut dosée à travers ce que nous appelons le monde de l'astral, c'est-à-dire à travers un monde où des intelligences, des mémoires ont pu être utilisées d'une façon presque continue à la réorganisation systématique et à l'évolution progressive de l'humanité jusqu'à la formation de l'ego aujourd'hui. À partir du moment où l'homme passe d'une évolution à l'évolution, il lui sera permis graduellement de ne plus subir l'intervention de ce que nous appelons les plans astraux. Autrement dit, il n'aura plus à vivre de la pensée subjective, c'est-à-dire de la pensée programmée. Il pourra vivre d'une pensée créative, mais cette pensée créative qui viendra des plans supérieurs où le temps n'est pas réalisé sera tellement puissante qu'elle créera, à cause de son contact avec les neurones, autrement dit à cause de son contact avec les mémoires de l'homme, elle créera des chocs. Ces chocs établiront la fin du cycle de l'involution et forceront l'homme à réaliser qu'il a la capacité, le pouvoir interne de savoir, c'est-à-dire d'être en communication télépathique, mentale, supérieure avec les circuits universels qui font partie de la connexion entre les mondes qui sont en dehors du temps réalisé et le monde de l'homme qui fait partie du temps non réalisé mais qui se réalise au fur et à mesure que l'homme se conscientise. L'astral disparaîtra de la conscience de l'homme. L'astral ayant disparu de la conscience de l'homme, l'homme sera dans la même fréquence vibratoire que ces êtres qui viennent d'autres planètes. Et à ce moment-là, ils pourront venir sur la Terre dans les conditions qui seront préférentielles, c'est-à-dire dans des conditions qui leur permettront d'être directement en contact avec des hommes conscients et à la fois en contact avec le monde extérieur pour que l'évolution de la science, de la technologie se fasse dans le monde entier. Mais leur activité sur la Terre sera régie par des lois vibratoires, c'est-à-dire que leur activité sera sous non pas la domination, ni le contrôle, mais sous la vision et l'œil de l'homme conscientisé, parce que la Terre, bien qu'elle n'appartienne pas à l'homme inconscient, elle appartiendra à l'homme conscient. Donc, l'homme deviendra le régent de la planète. L'homme, de par sa conscience réelle, sera capable d'utiliser cette énergie qui n'est pas réalisée dans le temps, l'exploiter
dans un temps réalisable et l'homme pourra à ce moment-là travailler avec ses intelligences pour la réorganisation et la redéfinition de l'évolution de notre civilisation, en même temps que ceux qui feront partie des hauts paliers de cette conscience en évolution seront totalement anonymes, seront totalement occultes dans leur destinée. Ils vivront dans des conditions sur notre planète qui ne font pas partie de l'organisation systématique matérielle de nos gouvernements, de nos nations, de nos races. Eh bien, pour amener ça au rapport, au niveau du contact et de la communication, intelligence extraterrestre et conscience terrienne, qu'est-ce qui peut prémunir ou qu'est-ce qui peut sauvegarder l'homme dans cette communication? Y a-t-il un danger? Dans quelle communication? Par exemple, dans le sens d'une communication télépathique. Non pas d'une matérialisation, mais d'une communication télépathique. Est-ce qu'il y a une possibilité de danger par rapport à la non-faculté de discerner l'origine de cette communication télépathique? Et comment s'en prémunir? Question intéressante. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez un bon ou un mauvais. Comment est-ce qu'on peut le savoir à ce moment-là dans un contact télépathique? L'homme ne possède pour lui-même qu'une seule sécurité. Et cette sécurité, c'est lui-même. L'homme ne peut pas se permettre, et ça c'est d'une façon absolue de croire. La croyance faisait partie de l'évolution, elle était nécessaire à l'évolution parce que l'homme n'avait pas suffisamment de capacité psychologique pour interpréter par lui-même la réalité, donc il devait croire. Mais l'homme de l'évolution ne peut pas croire. D'ailleurs, il sera incapable de croire parce que la croyance aura été remplacée par le savoir. C'est-à-dire que l'aspect psychologique de son intelligence, qui fait partie de l'organisation systématique de son mental inférieur, aura été changé, transformé, pour qu'il ne vive que de l'aspect vibratoire de son intelligence qui fera partie de son mental supérieur. Donc, ce sera impossible pour l'homme de croire. Donc, s'il rencontre, comme vous dites, un extraterrestre, s'il vit une matérialisation à un niveau ou à un autre, ou une téléportation, il sera obligé de savoir, il sera capable de savoir, parce que savoir implique déjà la possibilité de l'être. Et à partir de ce moment-là, l'homme sera totalement libre, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être mensonger. La grande différence entre l'homme de l'évolution et l'homme de l'involution, c'est qu'on ne pourra pas mentir à l'homme de l'évolution parce qu'il aura la capacité de voir à travers ce qui est dit, de voir à travers ce qui est rendu. Parce qu'il aura lui-même sa propre lumière, il aura lui-même sa propre intelligence, c'est-à-dire qu'il sera raccordé universellement à des mondes où le temps n'est pas réalisé. Qu'est-ce que le mensonge? Le mensonge dans toutes ses formes, dans sa mécanicité cosmique, il est le produit de la détérioration chez l'être humain, de sa capacité de vivre en étroite collaboration avec les mondes qui ne sont pas réalisés dans le temps. Le mensonge, il est le produit de la descente de l'énergie dans des mondes inférieurs. Et l'énergie qui descend dans les mondes inférieurs, elle devient temporalisée, c'est-à-dire qu'elle devient réalisée dans le temps. Et comme elle est réalisée dans le temps, cette énergie perd de sa puissance vibratoire. Donc, elle devient automatiquement assujettie à des formes, ce que vous appelez des égrégores. Elle devient assujettie à des égrégores dans les plans parallèles et ces égrégores-là utilisent l'énergie pour la formation de leur conscience. Et c'est ainsi que l'homme, sur le plan matériel, peut bénéficier d'une conscience égoïque, mais d'une conscience égoïque qui n'est pas sienne, qui n'est pas réelle, mais qui fait partie de l'interpénétration de ces temps qui sont réalisés avec son propre temps qui n'est pas réalisé. Mais si l'homme était réalisé dans son temps, il ne pourrait plus subir la diminution vibratoire de l'énergie dans son mental parce que cette énergie ne serait plus assujettie aux lois de l'égrégore. Elle ne serait plus contaminable parce que l'homme ne posséderait plus de mémoriel fondé sur la juxtaposition ou la superimposition de son émotivité planétaire sur sa mentalité planétaire.
C'est pourquoi le mensonge existe. Lorsque nous parlons du mensonge non pas dans un sens philosophique ou dans un sens moral, tel que nous l'avons parlé durant l'évolution. Lorsque nous parlons du mensonge, nous parlons de toute forme de pensée capable de donner à l'homme l'impression de la vérité. C'est le mensonge. Toute forme de pensée qui donne à l'homme l'impression de la vérité, c'est un mensonge. Et ceci est tellement réel. Là, je vous parle de mon expérience. Ceci est tellement réel que moi-même, lorsque je vis une communication télépathique avec mon double, la communication que je retiens, c'est toujours une communication à l'intérieur de laquelle la vérité de la communication n'est pas impliquée. Je vous donne un exemple primitif, réellement primitif, simplement pour expliquer ce que je veux dire, parce que c'est difficile à saisir. Supposons que mon être cosmique me dit, pendant que je mange quelque chose, me dit « Bon appétit, c'est très bon ». Je dis « Oui, très bon, merci ». Bon. Mais si mon être me dit « Demain, tu vas faire telle chose qui va te rapporter telle chose », je ne le crois pas. Vous comprenez? Je m'assure de ne pas le croire. J'enregistre ce qu'il me dit. Si demain se produit telle chose, je peux dire « Ah, tu avais raison, tu me l'as dit ». Et pourquoi il me dira demain « Tu vas faire telle chose » ou « Tu vas gagner telle chose » ou « Telle chose va te faire plaisir », simplement pour encourager la relation vibratoire entre son énergie et moi, parce que moi, en tant qu'homme fusionné, qui doit subir cette énergie énorme, je dois être supporté de temps à autre par une conversation, mais qui ne définit pas la vérité de son langage ou de son information. Et mon expérience en tant qu'initié au cours des années m'a amené à découvrir les lois de cette vibration, les lois de ce langage, les lois de l'interpénétration des plans qui ne sont pas réalisés dans le temps avec un plan qui est réalisé dans le temps qui est le mien. Et à ce moment-là, je suis bien. Je ne souffre pas d'aucune déception. Mais à partir du moment où je mets de la croyance dans la communication télépathique, je verrai que l'objet de la communication ne me satisfera pas et le but de cet objet sera de perfectionner mon corps mental pour que j'en arrive un jour à ne jamais croire ce qui m'y est dit. Donc vous donnez un crédit, mais qui est subordonné à la vérification de votre part. Exactement. Ça. Et c'est ça que l'homme doit comprendre. C'est pour ça que je fais tellement et que je parle tellement, non pas contre la voix intérieure, non pas contre la télépathie intérieure, mais contre la façon dont l'homme l'utilise pour son ego, pour son corps de désir, pour sa sécurité personnelle, pour sa propre idéologie occulte. Et c'est ça qui me rend triste. Et c'est ça qui rend mon travail difficile, parce que je suis obligé d'aller contre toutes les conditions de l'évolution, de rapatrier tout ce qui est rapatriable pour l'homme et de le lui rendre dans une conversation ou dans une résonance qui ne fait pas plaisir à la partie occulte de son ego, qui en fait est la partie de son énergie, manipulée par l'astral à travers son mental, qui n'est pas suffisamment mûr, qui n'est pas suffisamment intelligent, qui n'est pas suffisamment habitué, si vous voulez, au jeu cosmique de ce que nous appelons l'esprit, c'est-à-dire le double, c'est-à-dire la lumière de l'homme, à travers les couches astrales de sa conscience planétaire. Ego qui subit la fascination de ce contenu. Voilà. Il n'y a rien de plus dangereux que la fascination. Parce que l'homme ou l'être, ou les êtres, ou les intelligences qui ont le pouvoir, qui n'ont pas une vibration qui coïncide à la nôtre, peuvent faire de nous n'importe quoi. Et ils peuvent faire de nous n'importe quoi si nous croyons.
si nous nous assujettissons à eux, si nous ne comprenons pas que nous faisons partie d'un temps réalisé comme eux font partie d'un temps réalisé. Mais il faut que l'homme fasse partie d'un temps réalisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans sa conscience une capacité intégrale de contester la vérité à tous les niveaux de sa manifestation à travers soit le langage télépathique ou à travers le langage intuitif ou à travers la pensée subjective sensible. Et c'est ça, la nouvelle évolution. Tout le travail de l'homme, si vous me demandiez, mais qu'est-ce que c'est la conscience supramentale? Qu'est-ce que ça mène? À quoi ça mène? Quel est le point final de sa définition? La conscience supramentale, dans sa finalité, est la capacité à l'être planétaire qui vit un temps non réalisé, d'en arriver à vivre un temps réalisé pour comprendre l'illusion parfaite de la connaissance qui est véhiculée à travers son mental, à travers ses idées, pour le lier d'une façon ou d'une autre à des forces qui sont plus grandes que lui, parce que ces forces font partie d'un temps réalisé, alors que lui fait partie d'un temps non réalisé. Lorsque l'homme sera dans un temps réalisé, c'est-à-dire lorsque l'homme aura la capacité de contester toute forme de vérité, il ouvrira en lui un champ d'énergie tellement puissant pour qu'une force intelligente dans le cosmos du temps réalisé pourra intervenir et l'assujettir et le dominer. Donc, à partir de ce moment-là, l'homme sera d'égal à égal avec les intelligences extraterrestres. Il pourra travailler avec elles, il pourra comprendre instantanément leur science, il pourra facilement pénétrer dans leur corridor éthérique, il pourra facilement aller dans leur monde, revenir dans son monde et ne pas être troublé à cause de la disparité des temporalités qui cause la diffraction de son organisation psychique, et l'homme sera capable d'être effectivement immortalisable dans sa conscience. Et si un jour, pour des raisons d'évolution, pour des raisons d'entente gouvernementale, pour des raisons d'échange entre terriens et d'autres planètes, l'homme désire, avant la fin ou la terminaison de son mandat sur le plan matériel, de vivre l'extermination, c'est-à-dire la destruction systématique scientifique de son corps matériel, il aura la capacité mentale de s'instruire de la réalité de son mouvement, et il ne perdra pas conscience dans ce mouvement, et il arrivera sur une autre planète dans une parfaite forme, c'est-à-dire égale à celle qu'il possède aujourd'hui, avec cette autre distinction qu'elle sera parfaite. Comment expliquez-vous alors les contacts et les enlèvements tels que l'ont vécu récemment un monsieur X, enfin qui n'a pas révélé son identité, au Québec il y a quelques années, cet enlèvement à bord d'un véhicule spatial et qui a été finalement une expérience qu'il a vécue d'une façon très négative, puisqu'il s'est même disputé avec les entités, les habitants de cette soucoupe. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que c'est ça, ce phénomène-là? Je vais vous dire une chose. Dans le monde, dans les mondes des temps réalisés, il y a des intelligences évolutives et il y a des intelligences retardataires, comme il y a sur la Terre des intelligences évolutives et des intelligences retardataires. La seule chose qui n'évolue pas, c'est la lumière. Et elle n'évolue pas parce qu'elle fait partie des temps qui ne sont pas réalisables. Lorsque l'homme entre en contact, inconsciemment, d'une façon fortuite, avec ce que nous appelons des extraterrestres, il est en contact avec des forces de domination. Quelle que soit la science, quel que soit ce qu'ils leur disent, cet homme est en contact avec des forces qui ont le pouvoir d'interférer avec l'évolution psychologique d'un individu. Pour quelle raison? Afin de se donner la capacité, ces êtres, d'intervenir dans la chronologie événementielle de la conscience planétaire, de mesmériser l'homme, d'hypnotiser l'homme et de donner à l'homme l'impression que demain viendra un grand jour. Mais le grand jour qui viendra demain, ce ne sera pas le jour qui fera partie de la connexion ou de l'union ou de la rencontre entre ces intelligences et l'homme. Ce sera le produit de la rencontre entre l'homme et d'autres intelligences qui ne sont jamais venues sur cette planète. Et pour la mémoire de cet homme que je respecte beaucoup dans la candeur de sa science occulte, Jean 23, le pape défunt, dans son livre, raconte exactement cette même chose qu'aujourd'hui je vous dis, que ceux qui ont vu
ceux qui ont vu, ont été scellés dans le langage, et que ceux qui sont venus n'étaient pas ceux que l'homme demain devra reconnaître. Donc, le phénomène extraterrestre sur notre planète, c'est un phénomène qui fait partie des mouvements cosmiques vers la planète Terre, mais ce n'est pas un phénomène qui fait partie de l'intégration de l'homme à la hiérarchie gouvernementale du cosmos. Ce sont des êtres qui viennent ici pour des raisons scientifiques, pour des raisons d'essayage, pour des raisons expérimentales. Les êtres qui doivent venir vers l'homme ne viendront pas pour des raisons expérimentales. Ils viendront à un moment où la Terre, à cause de son changement d'axe, aura tellement bouleversé les continents de la planète que ceux qui réussiront à survivre cette condition auront la vibration d'une mentation supérieure. Ils seront amenés dans ces véhicules, maintenus là pendant une certaine période, jusqu'à ce que tout se réajuste, et ensuite ils seront ramenés sur le plan matériel afin de continuer l'évolution de l'homme, l'évolution de la civilisation, l'évolution de la Terre. Donc, si l'homme vit des expériences extraterrestres avant le temps, ces expériences, effectivement, créeront en lui des chocs. Lorsque l'homme vivra des expériences avec des intelligences qui viennent d'ailleurs, des intelligences qui font partie de l'évolution, des intelligences qui d'ailleurs font partie de l'évolution de l'esprit de l'homme dans d'autres parties du cosmos, parce qu'il y a des hommes sur la Terre qui viennent de ces parties, à ce moment-là, l'homme sera dans une rencontre fraternelle. Il vivra une rencontre amicale et il ne sentira aucune vibration négative entre lui et ses êtres. Il n'y aura aucune crainte, il n'y aura aucune inquiétude. L'homme saura qu'il est en relation avec des êtres qui ont le même taux vibratoire de fusion que lui. Et comme je me suis toujours opposé dans le passé à parler dans le public de ces temps-là, parce que je ne voulais pas créer trop de formes dans le mental de l'homme, il y a suffisamment de sciences ésotériques qui sont à la disposition de l'homme pour l'étude, probablement, peut-être, selon ce que vous me demandez dans l'avenir, je m'ouvrirai à des choses qui, dans le passé, je voulais garder personnelles ou garder à l'intérieur d'un cercle quelconque. Mais tout dépend de la vibration avec laquelle vous m'approchez. Si vous m'approchez avec une vibration qui n'est pas une vibration de curiosité, qui n'est pas une vibration de sensationnalisme, qui n'est pas une vibration qui cherche à exploiter psychologiquement ou psychiquement ou émotivement ou spirituellement les masses, à ce moment-là, je m'ouvrirai d'une façon naturelle et avec grande facilité. Et j'ose espérer que notre relation ensemble sera de cette façon. Sinon, je serai obligé, dans un autre temps, de rencontrer une autre personne qui aura la capacité de me faire parler d'une façon encore plus limpide afin que cette énergie passe. Parce que moi, je n'ai pas le pouvoir de parler. Je ne fais qu'utiliser le pouvoir de la parole. Mais ce pouvoir de la parole, autant il est ouvert à l'infinité de l'évolution, autant il me permet d'aller dans tous les cadres de l'organisation systémique de l'homme et de l'universel, il m'est retiré si l'homme devant moi ou si les hommes devant moi veulent exploiter cette information pour des raisons qui, au lieu de créer un processus d'évolutif graduel et dans son temps, amènent l'homme à constater des faits qui créent en lui une tension, une anxiété spirituelle ou psychologique. Donc, ce que je dirai dans l'avenir, c'est dans vos mains. Ce n'est pas moi qui est responsable de ce que je dis, c'est toujours vous qui avez la responsabilité de me faire parler. Et je parlerai selon l'intention, selon votre vibration, qui, jusqu'à présent, j'ai toujours considéré à la hauteur de la mienne. Merci. Je vais dire que mes questions sont toujours orientées, au moins la ligne de force de mes questions sont toujours orientées dans le sens que je cherche à diminuer la souffrance, si c'est possible, à l'amenuiser ou à la neutraliser. C'est pas dans l'aspect sensationnel du phénomène extraterrestre lui-même, mais de ses conséquences dans la psychologie de l'individu que je suis intéressé à poser des questions. Et dans
dans cette lignée-là, on assiste par exemple depuis bien des années, déjà depuis des siècles, à des prophétisations de ces événements de fin de cycle auxquels vous faites allusion également. Et est-ce que ces événements de fin de cycle sont déterminants pour reconnaître la date? Est-ce que c'est le demain dont vous parlez qui sera le garant d'un contact qui ne sera pas anti-homme? Il faut donc qu'il y ait d'abord ces événements de fin de cycle. Est-ce que ces événements de fin de cycle-là sont nécessairement reliés avec une troisième guerre atomique? Je ne peux pas parler de façon prophétique vis-à-vis l'événementiel. Je ne peux pas. Ce que je peux dire, c'est que les événements de fin de cycle font partie de l'expérience humaine vis-à-vis le karma collectif de l'humanité, karma collectif dont est libéré l'homme qui entre dans sa conscience individualisée. Quelle que soit la condition de la fin de cycle, l'homme conscientisé ne peut pas être touché par l'événementiel parce que sa conscience lui permettra de se trouver à l'endroit dans le monde où il pourra, pendant une certaine période de temps, continuer, si les événements sont réellement néfastes, à évoluer et à travailler à la transformation de ses corps matériels et psychiques en relation avec son contact avec sa propre énergie. Mais lorsque nous parlons de fin de cycle, nous parlons d'une fin de cycle sur le plan de l'idéologie politique dans le monde. Il y a effectivement, d'ici quelques années, parlons de la fin du siècle, devant nous une situation mondiale qui s'équilibre, qui commence à s'équilibrer après un très grand déséquilibre. Je ne veux pas qualifier le grand déséquilibre, mais ceci n'est pas la fin du cycle. La fin du cycle se situe vers l'année 2070. La fin du cycle se situe vers cette période où, pour des raisons cosmiques qui sont totalement sous le contrôle de forces qui ne sont pas en relation directe avec l'évolution de notre planète, à cette période, les hommes verront se construire sur la planète Terre une nouvelle pyramide. Cette pyramide sera une pyramide de lumière, c'est-à-dire que ce sera une énergie qui prendra la forme d'une pyramide, qui s'installera quelque part sur notre planète afin de servir de résonateur à des forces intelligentes qui viendront au cours des prochaines évolutions travailler avec l'homme. Ce sera comme nous appelons un beamer. Cette pyramide aura été créée par des intelligences et elle émettra dans le cosmos une vibration et tous les êtres, parce que le cosmos il est très vaste, il y a des millions de civilisations et tous les êtres qui voudront, lorsque l'homme sera prêt, venir vers la Terre, n'auront qu'à ajuster leurs appareils de transport vers cette pyramide, autrement dit sur le plan de sa vibration, et ils seront naturellement amenés vers notre planète. Et ce qui créera sur la Terre le désordre, c'est ce qui créera sur la Terre le changement d'axe, ce sera la position sur notre planète de cette pyramide. Lorsque la pyramide sera installée dans le creux de la planète, le choc qu'elle créera dans les pôles sera tellement grand que la planète sera obligée de retourner sur son axe. Mais déjà, les hommes sur la planète qui auront la vibration évolutive nécessaire pour enregistrer une nouvelle évolution seront protégés par ceux-là qui viendront et qui auront apposé sur notre planète le sceau de leur fraternité. C'est pourquoi, même si l'homme, et c'est pourquoi je ne veux pas parler des prophéties, tant que je ne l'ai pas suffisamment développé ce domaine-là afin d'empêcher que certaines prophéties soient interprétées d'une façon particulière ou abusive, lorsque ceci se passera, les hommes seront prêts. Et les hommes ne souffrent pas de cette nouvelle condition de l'évolution de la Terre. La Terre doit retourner sur son axe. Parce que l'axe de la Terre aujourd'hui, ce que nous appelons le pôle nord de notre planète, est un pôle qui reçoit les vibrations négatives de la galaxie. Lorsque le pôle sud sera
où le pôle Nord aujourd'hui existe et que le pôle Nord sera à son envers, à ce moment-là, la Terre ne pourra résonner qu'à des vibrations créatives et positives de la galaxie. Et à partir de ce moment-là, il sera absolument impossible sur notre planète que l'homme vive la programmation polluante de l'astral. Donc, tant que cette pyramide ne sera pas établie sur notre planète, il y aura une possibilité pour l'être humain de vivre ce que nous appelons la mort. Lorsque cette pyramide sera établie sur la Terre, l'homme ne pourra plus mourir parce que ce qui crée la mort, c'est l'investissement vibratoire d'une énergie qui ne fait pas partie des mondes en dehors du temps, mais qui fait partie des mondes qui sont déjà dans la temporanéité. Donc, ces mondes font partie de ce que nous appelons le monde de l'astral. Ce sont des mondes qui sont très vastes et leur énergie, elle est filtrée, elle est amenée vers la Terre à travers le pôle Nord et elle descend vers le pôle Sud et elle sort. Lorsque le pôle Sud sera renversé, lorsque le pôle de la planète sera renversé, ces énergies ne pourront plus rentrer et les seules forces qui pourront rentrer dans l'axe de la planète et illuminer d'une façon éthérique tous les plans de la planète, le matériel, le vital, l'animal, le plantaire, l'homme, le surhomme de demain, toutes ces forces pourront entrer dans la planète et créer dans notre partie de la galaxie une nouvelle Terre. C'est là que nous aurons une nouvelle Terre. C'est là que l'homme vivra d'un pouvoir télépathique. C'est là que l'homme pourra commander à la matière, qu'il pourra commander à la plante, qu'il pourra commander à l'animal. C'est là que l'homme n'existera plus en tant que tel, qu'il deviendra surhomme. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commencera à créer sur notre planète une civilisation totalement nouvelle qui sera égale en essence, en intention, en capacité créative et en bien-être ultime à ce que nous pouvons rencontrer sur les plans dans ces mondes qui font partie de ce que nous appelons les mondes extraterrestres, mais mondes extraterrestres qui ne sont pas évolutifs. Alors, si nous sommes capables d'entendre le discours que vous nous tenez sans avoir de réaction, de remous au niveau du plexus solaire, on est déjà en phase d'intégration de cette énergie-là et donc capable de communiquer dans un délai plus long. Oui, parce que si vous êtes... Si l'homme est mesmérisé, s'il est hypnotisé, s'il est ébloui par la connaissance occulte cosmique, elle arrête. Vous savez, la conscience cosmique, ce n'est pas, et elle ne fonctionne pas comme la conscience astrale. La conscience cosmique, c'est de la lumière. La conscience cosmique, elle est présente dans l'homme, elle est partout dans l'universel, et elle n'a pas en elle les traces de la domination. Elle ne cherche pas à dominer, elle cherche à créer. Tandis que la conscience astrale cherche à dominer. Ça fait partie de son rôle. C'est sa domination qui a permis que l'homme en arrive aujourd'hui au développement d'un ego. Mais maintenant, cette nouvelle énergie, cette conscience cosmique, fait éclater les parois de l'ego, rend l'homme sur le plan égoïque de la personnalité totalement nu vis-à-vis elle. Donc, il devient réellement comme un enfant devant elle, mais en même temps, il devient un être intégral, un être identique à lui-même, c'est-à-dire un être qui n'a plus besoin, pour la première fois depuis que l'homme est sur la Terre, de comprendre. Il comprend. Il n'a plus besoin de se forcer à comprendre. Il comprend. Il n'a plus besoin d'étudier. Il sait. C'est ça, la nouvelle évolution. Mais si l'homme est en contact avec des hommes qui ont un niveau de vibration qui dépasse pour le moment la moyenne de l'humanité, il ne faut pas que ces hommes soient mesmérisés par cette vibration, sinon elle coupe. Et ceux qui parlent n'ont pas le choix que de s'arrêter de parler parce qu'ils sont en fusion. Ce ne sont plus eux qui portent le message à travers les sphères, c'est l'énergie elle-même qui se déplace et qui utilise leur canal psychique pour rencontrer l'homme et pour faire reconnaître à l'homme que la vie sur la Terre ne fait que commencer. Eh bien, donc, on devrait, en conclusion, être capable de sortir d'ici sans que vos propos ne viennent alimenter nos conversations, mais plutôt notre esprit. Oui, si vous alimentez vos conversations de mes propos avec de l'enthousiasme, vous brouillerez votre esprit. Si vous utilisez ce que je dis et vous regardez ce que je dis et que vous sentez vous-même ce que je dis et que vous ne croyez pas sur tout ce que je dis, à ce moment-là, vous pourrez partir de ce que je dis et construire à partir de vous-même un événementiel mental supérieur qui fait partie de votre propre connaissance. La connaissance ne fait pas partie d'un homme, elle fait partie de tous les hommes.
Et tous les hommes ont accès à cette connaissance s'ils n'essaient pas de la contrôler, de l'utiliser et de la ternir sur le plan du corps de désir pour des infatuations personnelles. Je vous laisse le choix d'une conclusion, si vous le désirez. Alors, la conclusion, si on veut mettre une conclusion à quelque chose qui n'est pas conclusif, c'est que l'homme, et je parle de l'homme, je parle de ceux qui sont dans la salle parce que ce sont ceux qui sont les plus près de cette conversation, que l'homme apprenne à bénéficier de ma parole, mais que l'homme ne se serve pas de ma parole pour bénéficier de lui-même. Si l'homme se sert de ma parole ou se sert de sciences qui sont cosmiquement occultes pour se donner à lui-même une flatterie spirituelle, une flatterie de connaissance, une flatterie psychologique, une flatterie quelconque, cette connaissance-là ne sert pas. Et comme je parle d'une façon universelle et comme tous les mots que j'utilise font partie de la temporanéité de l'homme, c'est-à-dire que je parle toujours en fonction de ce que l'homme peut savoir, même si moi je ne sais pas l'homme, même si moi je ne connais pas l'homme, l'énergie connaît l'homme, et à ce moment-là, nous sommes obligés, vous et moi, de nous empêcher de vivre de cette énergie. Donc, si l'homme va trop loin dans la déformation de la connaissance qui est émise à partir d'une conscience supramentale, non pas seulement l'homme ne bénéficiera pas de cette connaissance, mais moi aussi. Mais si l'homme s'ouvre à l'énergie d'une façon totalement neutre, s'il prend son temps, s'il réalise une très longue période devant lui qui l'amènera à la maturité, s'il ne fait pas d'overtime avec de la connaissance supramentale, avec de la connaissance cosmiquement occulte ou avec ce que moi, en tant que personnage, je puisse dire ou lancer dans le monde, à ce moment-là, mes mains sont libres. À ce moment-là, je peux parler. À ce moment-là, j'aime parler. Dans le cas opposé, je suis obligé d'arrêter, je n'ai pas de choix, et je suis obligé de concentrer mes conversations avec des amis qui déjà me connaissent depuis longtemps et qui déjà depuis très longtemps ont atteint un niveau de maturité mentale qui fait que ces hommes ne sont plus mesmérisés par ce que j'ai à dire, parce qu'eux-mêmes déjà savent ce qu'ils pourraient dire s'ils étaient dans la même position que moi. Merci beaucoup, Bernard de Montréal, et à la prochaine.